Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle masterclass La Réclame, la 27e, organisée aujourd'hui en partenariat avec l'agence VML. Je suis Élodie Carcol, rédactrice en chef adjointe de La Réclame et aujourd'hui nous allons décrypter ensemble les grandes tensions, aspirations et mutations qui dessineront l'année 2026. Si vous suivez nos masterclass, je n'en doute pas, ou les travaux prospectifs des agences, le rapport Futur 100 de VML Intelligence n'a plus de secret pour vous. Les 1200 inscrits à peu près illustrent l'attente autour de cette étude annuelle qui analyse 100 signaux culturels, sociétaux et économiques structurés autour de grandes dynamiques de transformation. L'édition 2026 marque toutefois un tournant plus contrasté, plus radical aussi. Elle s'inscrit dans un climat mondial traversé par le doute, la fatigue sociale et la fragmentation des récits collectifs. Cette tension irrigue 4 grandes thématiques dont nous vous parlerons tout à l'heure, qui structureront justement notre échange aujourd'hui. Et pour nous guider dans cette lecture de 2026, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Virgile Broziac, directeur général de l'agence VML, Lydia Tamara, senior stratégiste de l'agence aussi, Frank Silence, VP Brand Stratégie. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Bonjour Élodie. Et tout au long de la session, donc c'est Swan Duquesne, le rédacteur en chef et DG de La Réclame, qui sera présent en coulisses pour relayer vos questions. N'hésitez donc pas à interagir via le chat. Merci par avance pour votre attention, vos questions et très bonne masterclass à tous. Virgile, je pense que la parole est à vous. Oui, merci Élodie. Bonjour à tous. Ravi en effet qu'on soit si nombreux ce matin. Avant de passer la parole à Franck et Lydia pour parler des tendances et du futur, deux mots pour parler du présent et de même 2025 en voilà, redonnant un petit peu de contexte sur VML qui est aujourd'hui, qui reste le leader des agences créatives dans le monde avec 65 pays couverts et ce qui nous permet aujourd'hui de produire ce rapport qui est Futur 100, puisque ces observations qu'on va avoir à travers le monde, c'est autant d'insights, de tendances qu'on arrive ensuite à compiler à l'intérieur de cette étude. En France, VML, c'est un peu plus de 500 personnes réparties entre Paris et Toulouse et qui travaillent autour d'une mission qui sont de créer des marques connectées au service de la croissance. Et je pense que Futur Sens, c'est une des plus belles expressions de ce qu'est une marque connectée, une marque capable d'entrer en résonance culturelle avec des publics pour générer de la croissance. On le fait aujourd'hui chez VML à travers 3 grandes practices: nos travaux de brand expérience, plateforme de marque, plateforme de communication, campagne, customer experience, tout le travail sur l'activation de la valeur client, CRM, PRM, tech, data, IA et commerce avec activation en point de vente, shopper marketing ou en e-commerce. Et puis en 2025, la famille s'est élargie. Velvet Consulting, qui avait rejoint le groupe, est devenu VML Consulting au mois de septembre. Et notre activité santé, VML Health, a aussi été intégré à l'agence et relancé, ce qui a fait une très belle année 2025, qui commençait par Forrester, qui désignait VML comme un leader du marché des agences créatives et qui s'est terminé par l'élection de VML comme agence de communication intégrée de l'année 2025. Une très belle année aussi créative dans l'ensemble des festivals et on est très fiers que l'agence soit récompensée pour sa créativité et l'efficacité de ses campagnes qui, encore une fois, voilà, cette année, ont su mettre en avant les clients que nous avons la chance d'accompagner et que j'espère que vous avez eu la chance de voir. Alors, du coup, trêve de discussion et de présentation sur VML. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien ces signaux faibles que les équipes ont pu identifier à travers le monde et que Lydia et Franck vont vous partager. La parole est à vous. Merci Virgile. Alors oui, avec Lydia qui est à mes côtés, voilà, nous allons vous raconter un petit peu tout ça. Du coup, il raconte quoi effectivement le futur en 2026? Alors, reconnaissez que c'est une expérience quand même un peu particulière que de redéfinir le futur
chaque année. Voilà, ça presque, on peut presque dire que ça n'a pas de sens de redéfinir un futur chaque année. Pourtant, si, vous allez le voir, ça bouge vite même. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, certains d'entre vous étaient peut-être là l'année dernière, nous avions mis en exergue un motto issu des réseaux sociaux qui était Delulu is Solulu, voilà, qui en gros prônait le délire comme refuge. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas été déçus en matière de délire cette année. Voilà. On a même, on va dire qu'on a même vu monter un mot qui, pour moi, est peut-être un des mots les plus représentatifs de l'année, puisque c'est le mot hallucination. Voilà. Oui, ce mot hallucination, il a été porté par la montée en puissance de l'IA. Hein. Je crois que c'est peut-être la première fois qu'on invente un mot qui excuse les erreurs d'une technologie. Parce que oui, on est tous d'accord, bien sûr, un LLM, une IA, un agent ne se plante pas. Non, non, jamais ne se plante pas. Ils hallucinent. Voilà. Alors, j'ai pris une petite cote d'IBM qui dit « L'hallucination d'IA peut avoir des conséquences importantes sur les applications du monde réel. » Nous y voilà, le monde réel. Et puis, bien sûr, toutes les Trumperies, on va les appeler comme ça, il y en a une chaque jour, on ne sait même plus laquelle mettre à l'honneur. Et là aussi, à chaque Trumperie, on hallucine en fait. Alors là aussi, j'ai retrouvé une petite cote qui disait, en 2017, que 25 psychiatres réunis à l'école de médecine de Yale avaient diagnostiqué, donc en 2017, que Trump était prédisposé oui, là je sais que vous êtes derrière votre écran et vous me dites aux hallucinations. Eh bien oui. Donc voilà, ce mot hallucination, il porte quand même beaucoup de choses. Et sur cette question on ne sait plus très bien ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas. Alors on appelle ça l'hyper-réalité. Alors pour ceux qui connaissent, Baudrillard en 84, elle nous avait déjà fait le concept de l'hyper-réalité. Vous allez me dire rien de nouveau, sauf qu'on est vraiment les pieds dedans. Voilà. Et notre étude, parce qu'en fait, vous allez le voir, ce sont plein de signaux faibles, parfois très très faibles, parce qu'on va voir un petit peu au plus de vent de ce qui se passe. Mais il y a aussi une étude en parallèle qui est faite sur 17 pays et qui nous ressort quelques datas intéressantes. Et donc, l'étude nous dit effectivement que nous sommes dans un malaise social et culturel. On ne va pas dire tous les chiffres qu'il y a là, mais en haut de la pile, là, 86%, les gens sont de plus en plus divisés et de moins en moins enclins à s'écouter les uns les autres. Eh bien oui, et puis tout en bas, ce qu'on vient de voir, c'est 71%, et c'est global, hein, donc c'est quelque chose de partagé évidemment par tout le monde. L'IA rend impossible de discerner ce qui est vrai dans le monde, ce qui nous donne en moyenne 64% il m'arrive parfois de lutter pour trouver un sens à mon quotidien. Voilà. Alors bon, espèce de chaos un peu généralisé. Alors bon, en même temps, on ne va pas passer la matinée là-dessus, parce que sinon, ça ne va pas être très, très fun, très, très marrant. Et effectivement, on arrive à la question du what's next, quoi, puisque tout ça est un peu chaotique. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe deux choses, on va le voir. Il se passe en réaction une double dynamique avec d'un côté, on va appeler ça une esthétique, une humeur de fin du monde, voilà, une décadence presque joyeuse. Là, je reconnais que les images ne sont pas ultra flagrantes. On va voir avec Lydia que cette décadence joyeuse, quand même, peut être source de créativité. Donc là, ce n'est pas ultra flagrant. Pour ceux qui, peut-être, vont reconnaître, c'est le Temple of Love de Rick Owens, qui était au Palais Galliera pendant tout l'été. Alors, forcément, avec le Seigneur des ténèbres de la mode, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais il y a cette première tendance-là. Et puis, à l'inverse, il y a un yang et un yin. Et on a la couleur de l'année. Vous l'avez sans doute vu passer, cette fameuse couleur de l'année, qui est donc le Cloud Dancer de Pantone. Voilà. Alors, selon Laurie Pressman, qui est donc la VP de Pantone, c'est à la fois une promesse d'apaisement dans un monde bruyant, et on en a bien besoin. Et puis, c'est aussi, ce qui est très intéressant, justement, cette idée de page blanche. Voilà. Une page blanche qui ouvre un espace de créativité, de nouvelles idées, de promesses, de renouveau. En fait, la fin d'un monde, c'est aussi le début d'un nouveau. C'est un peu comme ça que se vit 2026. C'est du chaos naît le renouveau. C'est une sorte de ligne de crête sur laquelle on est. Alors, on a tous plutôt envie de parler du renouveau, mais il y a cet aller-retour qu'on va voir. Alors, un renouveau qui prend appui sur un fond d'optimisme. Je crois que le terme fond d'optimisme est sans doute le bon. Je rappelle qu'on est sur des chiffres globaux où on retrouve assez naturellement un regard sur le monde à 5,5 qui est toujours assez, on l'a vu l'année dernière aussi, avec un 7,2 sur ma vie et sur ma vie dans le futur. Donc, en fait, les gens espèrent toujours quand même tirer leur épingle du jeu autour de ça. Et puis, un point intéressant malgré tout, qui nous concerne sans doute pas mal de personnes qui sont là derrière leur écran, même je ne connais pas tous vos origines, mais globalement, cette moyenne, il faut quand même la relativiser parce que cette moyenne, elle est portée par une Chine qui est à 8,0, voilà, ils ont le mojo, ils sont à fond. Et puis l'Europe, plutôt en bas de tableau, avec évidemment la France à 5,1.
Bon, ce n'est pas nouveau, hein, la France a rarement un regard ultra optimiste sur le monde et sur elle-même, mais c'est intéressant parce que tout ce qu'on voit dans le rapport, ce sont des moyennes mondes, et évidemment, nous, il y a un petit filtre là, un peu à 5,1 qu'il faut quand même qu'on garde, qu'on garde. Du coup, l'optimisme est un peu pas toujours facile. Il y a de toute façon, on va dire, ce fait vivre et qui fait la nature humaine fondamentalement, puisque effectivement on voit du 91%, voilà, on a du sens à faire des choses divertissantes, faire davantage d'efforts pour être. Voilà. On cherche de l'expérience, on cherche du mieux, et on va voir un peu comment ça s'incarne dans les différentes tendances. Donc vous l'avez compris, bienvenue dans le Metamorphic World, voilà, un monde qui est un peu sur le signe de la métamorphose, un monde un peu comme ça en transition, qu'on va essayer de bien vous illustrer avec 4 macro-thèmes. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'on va les voir au fil de notre présentation, et je passe la parole à Lydia pour le tout premier. Je lui laisse la prononciation. Bonjour à tous. Effectivement, je me lance sur cette méta-tendance qui est le disoptimisme. Le disoptimisme, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque année, on va venir nourrir votre dictionnaire de nouveaux mots et de nouveaux concepts. Le disoptimisme, c'est la rupture qui est le point de départ de la réinvention. Franck l'a très bien exprimé en introduction, qu'on vit dans un monde assez chaotique, et l'étude de VML Intelligence prouve que 81% des consommateurs et des gens interrogés estiment que la bienveillance se fait de plus en plus rare, et que les systèmes vacillent et on ne sait plus forcément vers quoi se tourner. Donc l'optimisme un peu naïf qu'on avait pu voir l'année dernière des loulous et la Soloulou, c'est justement pas forcément un point d'ancrage aujourd'hui, mais par contre, ce chaos peut être une énergie créatrice, une notion qui a été importée par notre ami, excusez-moi, il y a par notre ami Joseph Schumpeter, qui parlait, lui, justement, de la destruction créative. Qu'est-ce qu'il raconte par là? Si vous vous rappelez vos cours d'économie, c'était « on ne nie pas la crise, on l'utilise comme le brief le plus stimulant pour tout réinventer ». Donc, c'est une forme de manifestation assez spectaculaire qu'on va voir là dans les différentes tendances, que le chaos peut être justement un terrain de jeu assez intéressant où on va aller pousser les frontières des standards pour pouvoir se réinventer et réinventer cette nouvelle page blanche dont Franck parlait. Ça s'illustre dès l'ouverture du rapport avec la première tendance qui est anthropisme. Anthropisme, c'est la manifestation la plus esthétique de ce mouvement un peu de chaotique. C'est la fin du culte de la perfection, du monde parfait, du monde lisse. Justement, on va venir célébrer l'imperfection. Ça devient le nouveau canon de beauté. Et pendant des décennies, là, vous avez peut-être dû le voir par des communications, par vos réseaux sociaux ou même par la propre esthétique que vous avez empruntée dans vos placards. On a cherché à nous lisser, à que tout soit propre, tout soit neuf, tout soit impeccable. Donc, on était vraiment dans une ère de l'aseptiser. Quand aujourd'hui, on voit une rupture avec des créateurs de mode, des designers qui cherchent à célébrer la dégradation, le sale, la tâche, l'usé, pour justement raconter qu'on est imparfait et que l'imperfection a une beauté et qu'il y a besoin d'être célébré. On le voit là aujourd'hui à travers cette slide magnifique avec en haut de la première image une illustration de l'exposition Dirty Looks au Barbican qui s'est terminé là il y a une semaine à Londres, qui est justement un melting pot de plein de créateurs passant de Hussein Chalayan ou Robert Boone, qui justement, eux, sont des créateurs de mode ou de couture, qui ont décidé d'enterrer des robes pour justement que la terre puisse venir tacher ou mettre des empreintes sur les tissus. On va aussi venir travailler des tissus carbonisés, déchirés, des taches de vin, parce que l'usure est une preuve de vie et une preuve de notre passage sur Terre, et c'est assez intéressant de le voir comme ça. Plus proche de nous, parce que tout le monde ne s'habille pas en haute couture, sûrement pas moi, on a la marque Quakers qui fait de l'avoine et qui a décidé en 2025 de faire une campagne publicitaire que je trouve particulièrement rafraîchissante, parce qu'à la place de présenter son produit justement standardisé, tout beau, le flocon d'avoine, on le sait qu'une fois qu'il est mouillé,
ça ressemble un petit peu à du vomi, mais ils ont voulu volontairement montrer justement the opposite of food porn, the ugly stick, parce que quand on consomme ce produit-là, on le sait, c'est pas très joli. Donc, il y a une forme de réalisme et d'authenticité qui est hyper intéressante parce qu'on en a marre de voir des campagnes où tout est bien posé, où on voit que la RPP a décidé de mettre un verre de jus, une pomme sur une table en bois pour un petit déjeuner. On voit qu'on est en train de recasser les codes et on est en train de déstandardiser notre vision de la consommation. Donc voilà, là, c'était une petite vidéo, mais malheureusement, on ne peut pas vous la montrer. Cette interprétation du chaos, elle est aussi prise par les marques avec la tendance 40 qui est Brand Bastion. Brand Bastion, c'est justement la volonté du consommateur d'arrêter le bullshit. Vraiment, on a envie que les marques soient le repère de la vérité, ça soit justement les bastions de vérité. Vous nous devez un peu de clarté dans cette cacophonie de discours qui sont trompeurs. Une campagne qui a particulièrement marqué la fin d'année 2025, c'est celle de The Ordinary de Periodic Fable. Je ne sais pas si vous l'avez vu, en tout cas, c'est très orwellien, hein, 1984, ambiance hyper chelou, mais au-delà de l'esthétisme assez impressionnant, le message est clair. Le monde de la beauté n'est fait que beaucoup de fausses promesses et de jargon, de rituels dont on n'a pas besoin. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je ne me mets pas du tape tous les matins pour me tirer. Il y a vraiment cette notion de la torture n'est pas nécessaire pour vivre. Et The Ordinary veut rétablir la vérité sur l'utilisation des produits, la nécessité d'avoir une routine très simple. Et ça a été fait de manière assez dramatique, justement pour créer la surprise et un peu l'effroi aussi. Mais c'était volontaire et je trouve que justement, on a à l'ère post-vérité, l'honnêteté radicale est l'outil le plus puissant aujourd'hui en marketing. Donc, tout ce qui est un peu froid ou du moins tiède, trop standardisé, trop lisse, aujourd'hui n'est plus la grammaire dans laquelle les consommateurs veulent se voir évoluer et voir évoluer leur marque. Et justement, au-delà des marques et de la beauté et du monde de la fashion, on le voit même dans notre assiette avec la tendance carnivore cuisine, qui est assez marrante parce qu'un acte qui est normal juste de s'alimenter devient une sorte de petite rébellion face à l'ultra-transformation de notre alimentation. Carnivore cuisine, ça raconte qu'aujourd'hui, on veut retourner à une nutrition qui est simple, une nutrition primale, un peu préhistorique, hein, avec la remise en lumière de l'utilité de la protéine, et pas n'importe laquelle, la viande rouge, qui a tellement été décriée pendant des années. Aujourd'hui, on le voit, et ce n'est pas qu'aux États-Unis, c'est aussi en France qu'on veut remettre une place de choix à la viande rouge, justement pour se dire qu'on a tellement de produits qui sont labellisés healthy, diet, et justement bons pour notre santé. Or, c'est des produits qui sont ultra transformés et dont on n'a plus confiance. Donc, il y a une volonté justement d'augmenter la consommation de viande, d'augmenter la consommation de produits laitiers. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en début d'année, les États-Unis ont renversé la pyramide alimentaire où on va mettre, bon, après, eux, ils sont assez particuliers, hein, mais on va mettre maintenant en haut de la pyramide la viande et les laitages. Mais je trouve que ça illustre bien cette volonté de nutrition primale, parce que c'est une nutrition qui est assez simple. On a des personnalités assez marrantes aujourd'hui qui prennent la parole dessus. On a Paul Salidano, qui est donc carnivore MD, donc médecin de la viande, médecin du carnivorisme, qui lui prône un régime à base d'abat, de viande crue, donc très tartare, c'est super. Et lui, il dit que justement, c'est grâce à la viande que le corps va mieux assimiler ses vitamines et que, en fait, les régimes un peu juste légumes ou matcha, ça marche pas en fait. On est des carnivores, nous sommes sur Terre pour manger de la viande. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour faire un débat sur le véganisme, mais je trouvais que ça montrait cette volonté de reprise de contrôle justement sur notre alimentation et sur le faux. Oui, Elodie. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, cette tendance-là, ce retour-là, c'est aussi un côté anti-wokisme.
ce côté carnivore, ce côté retour à la viande par rapport aux véganes, etc. Et même le lait, j'ai lu un article très intéressant sur le lait qui est maintenant Oui. comment dire, mentionné comme étant MAGA. Donc MAGA, c'est tout ce qui est les Trumpistes, etc. Donc j'ai vu aussi dans les commentaires ce côté un peu masculiniste aussi. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis, bon après, il y a, comme vous disiez, aux États-Unis, ils sont un peu, voilà, c'est dans les extrêmes, mais c'est vrai que c'est très intéressant, justement, ce retour-là au côté primal, primaire aussi. Oui, mais si vous voulez, on fera un spécial mascu parce que justement, j'ai Avec vu plaisir. hier soir un documentaire sur le masculinisme en France et toutes ces communautés incel qui, oui, eux aussi sont très sport de fonte. On veut prendre du muscle, on veut manger de la viande rouge. Mais là, en l'occurrence, dans le rapport, la carnivore cuisine, elle est moins teintée politique, elle est moins teintée justement retour aux white suprémacistes. Et justement, en contrebalance, on a la tendance Seditious Beauty qui est dans des looks anti-conformisme. Je ne suis pas sûre que les masculins vont kiffer mettre du make-up et des piercings, mais justement, nous, on veut casser les standards. On ne veut pas que des mecs comme ça et effrayants. Mais ce qui est assez intéressant de le voir dans Seditious Beauty, c'est que la défiance, elle s'exprime aussi dans l'intime, dans donc l'expression de notre physique. On veut que la beauté soit un acte de rébellion. Là, c'est pas juste se grimer ou justement avoir un costume, mais bien une revendication des standards homogénéisés et irréalistes que les filiales comme les Kardashian & Co ont mis en place et tous les filtres Instagram. Je vous apprends rien. Aujourd'hui, on a envie de l'unicité et l'unicité passe par l'exploration des frontières. On le voit avec Jenna Ortega qui a justement fait beaucoup parler du fait qu'elle avait plus de sourcils. Donc, est-ce qu'elle a une tête d'alien? Je ne sais pas. On est en train de redéfinir aussi des standards de beauté avec Chappell Roan qui, hier soir, a explosé l'Internet avec sa robe Thierry Mugler qui ne tenait que par ses tétons. Mais tout ça, toutes ces tentatives justement qui choquent, qui peuvent choquer parfois, sont des tentatives d'expression et de playfulness dans notre vie, parce qu'en fait, on en a marre de ressembler à la clean girl. La clean girl, c'est boring, ou le clean boy. On a vraiment envie de reprendre un peu de contrôle sur notre corps et à quoi on ressemble. Donc, montrer, manifester notre identité par justement une forme de caricature un peu extrême. Aujourd'hui, ça va devenir éventuellement une nouvelle norme. Et je termine cette optimisme par la tendance 83 de New Rave Scene. Justement, cette rébellion, elle va aussi dans la standardisation qu'on avait du monde de la nuit. La nuit, vous le savez, c'était la cocaïne et l'alcool, et on finissait à 6 heures du matin. La nouvelle génération, la Gen Z, fait la fête, mais ne fait pas la fête comme les générations précédentes. Ils ont décidé de faire de la fête le matin, dans des boulangeries, dans des coffee shops. Ça se passe à jeun, avec des cafés et des croissants. Ça se passe sans drogue. On réinvente le monde de la fête tout en gardant l'envie justement d'avoir cette exutoire où on va danser et se retrouver tous ensemble sans les effets néfastes et sans l'abus que j'ai aucun problème avec les autres générations, je vous transmets juste la parole Gen Z. Et ce n'est pas aussi qu'un truc anglo-saxon, parce qu'on a ici Peggy Gou, qui est donc DJ, qui était à Paris pour faire un DJ set sur la boulangerie de French Bastard, donc aussi très parisien, j'entends. Mais on le voit que cette volonté de quand même se retrouver et faire la fête et danser tous ensemble, mais à des horaires convenables, donc on respecte le sommeil de tous, est devenue la nouvelle norme. Et je vais passer la parole à Franck pour la suite. Merci Lydia. Et justement, j'avais une petite question. Est-ce que du coup, on en est à un moment où les marques en finissent avec justement leur discours Est-ce que c'est la fin des discours et des récits lisses et consensuels justement pour ces marques? Ou est-ce qu'il y aura toujours cette petite… Moi, je pense qu'au fond du fond, il y aura toujours la lecture
assez standardisé du monde de la communication, parce que toutes les marques ne sont pas prêtes à justement montrer du moche, montrer du sale, montrer des packshots abîmés ou des utilisations. Je pense qu'il y aura toujours une forme de conformité, et particulièrement avec l'IA, avec cette production à la chaîne. Après, plus les marques vont se premiumiser et plus les marques vont avoir de l'audace, plus elles vont pouvoir s'autoriser d'aller sur ces terrains de jeu et ces narrations. Mais je pense qu'on va vivre avec les deux, donc du standard et du moins standard et de l'audacieux, et que c'est pas un souci. De toute façon, c'est bien. Pour être différent, il faut bien qu'il y en ait qui fassent la norme. Ouais. Sinon, on n'arrive pas à être différent. Donc, chacun son rôle. Il y a ceux qui font la norme et ceux qui jouent la différence. Voilà, mais là, cette différence, elle est plus marquée actuellement. Donc, moi j'enchaîne sur le futur archéologie. Voilà. C'est vrai que dans un monde de plus en plus qualifié de synthétique, voilà, dans lequel l'IA peut désormais tout générer, tout simuler, il y a une autre réaction naturelle en tendance de fond qui est une sorte de back to roots, c'est aller puiser dans nos dernières réserves d'authenticité absolue. C'est tout le sens de ce futur archéologie. Voilà. Donc, il s'agit d'aller déterrer, on va le voir, des savoir-faire, d'aller puiser dans l'histoire, de redécouvrir les vertus des matériaux organiques pour mieux se réinventer. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'hier ou du aujourd'hui, c'est comment mettre en tension justement d'aller puiser comme ça dans l'histoire et puis d'en faire quelque chose d'extrêmement actuel, voire de nourrir notre potentiel d'innovation. Alors, pour illustrer cette tendance, première, on va dire, micro-tendance, parce qu'effectivement, on est en train de regarder des chefs un peu avant-gardistes, mais c'est ça qui est intéressant dans le futur, c'est d'aller voir un peu les signaux faibles qui sont là. Et on a tous en tête, bon, évidemment, les légumes oubliés, il y a longtemps qu'ils ne le sont plus, les panais et topinambours, etc. Mais en 2026, on ne se contente plus de déterrer les racines. Voilà, vous allez voir, on déterre carrément des civilisations. Donc, à l'opposé total de la cuisine moléculaire d'il y a quelques années, les chefs les plus avant-gardistes puisent aujourd'hui leur inspiration dans des archives parfois millénaires. Alors, 3 expressions. La première expression, les Forgotten Food Festival. C'est la petite image, la jaune, elle est toute petite dans l'image, mais il y en a de plus en plus. Il y en avait un en Algarve là, cet été. Il y en a eu un à New York. Il y avait 16 restaurants mobilisés autour de cette tendance. Alors, bon, juste à titre indicatif, il y avait le chef Benitez qui nous a concocté un menu de la cour de Louis XIV. Eh bien, oui. Et puis, le chef Juarez qui était inspiré par Apicius et le plus vieux livre de cuisine romain. Autre illustration, on le voit là avec les images en haut, là à gauche, et puis en dessous, c'est Eston Blumenthal, qui est 2 étoiles à Londres, qui lui a fait tout un concept sur la gastronomie historique royale. Alors, je ne vais pas vous dérouler tout le menu, mais il avait notamment une compost tarte, voilà, recette de 1390, c'est dire s'il est allé puiser un petit peu loin. Et puis alors, je pense que la palme revient sans conteste à Neskati Yilmaz d'Istanbul. Voilà. Lui, il ressuscite carrément des recettes de l'âge de bronze, voilà, avec 11 plats inspirés de la civilisation hittite. Alors bon, pour ceux qui auraient un petit doute historique, ce qui était globalement mon cas, les Hittites ont vécu en Anatolie dans l'Antiquité, 2000 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Et comme vous avez sans doute du mal à déchiffrer le menu que vous avez là sous les yeux, puisqu'il a été gravé sur une tablette d'argile, eh bien, je vais vous en lire un petit extrait. Voilà, il a fait entre autres un foie et cœur d'agneau préparé au sel de roche et sumac, cuit dans des chaudrons comme il y a 4000 ans. On est dans la niche, on est dans le signal faible. C'est juste pour dire que voilà, ce retour à l'archéologie et à l'ancestral. Alors, il n'y a pas que dans l'assiette, dans l'univers de la bière également. Alors, c'est amusant de voir ça dans l'univers de la bière, parce qu'on pourrait quand même se dire qu'on est sur la tendance 45, Beer Novation. C'est amusant car nous parlons de bière, ce qui est tout de même, comment dire ça, notre archive liquide, sans doute la plus ancienne. On pourrait dire que tout a été fait sur la bière depuis tout le temps et depuis toujours. Voilà. Mais on voit se développer, en fait, là aussi, une innovation à base de céréales ancestrales. On voit un peu la même micro-tendance qui prend forme. Et donc, les brasseurs, on voit où ils viennent fouiller des archives botaniques pour ressortir on va appeler ça des grains millénaires, voilà, qui sont naturellement résilients puisqu'ils sont millénaires. Voilà. Et donc là, 3 exemples aussi. En haut, vous voyez la Mélie, voilà, qui est aux USA et qui est une bière entièrement brassée à base de quinoa.
voilà, une bonne graine millénaire pour un produit, bien sûr, sans gluten et sans sucre ajouté. Avec le quinoa, ça va de soi. Là, on y voit quand même une petite tendance alimentaire cachée derrière. Carlsberg Grobond, qui est en fait la première bière brassée avec de l'orge régénératrice. Voilà, la bière toujours aussi soucieuse de notre terre. Et puis là, on voit la Yolele qui est en fait brassée par la Brooklyn Brewery, qui est en fait une bière faite à base de fonio, voilà, qui est donc une céréale africaine ancestrale, mais qui, là encore, ce qui était intéressant, qui régénère les sols. Voilà. Ce qui est cool, comme ça, on peut boire une petite bière et se faire un petit acte écolo en même temps. Ouais. Ça donne bonne conscience, ce qui est toujours bon à prendre. Voilà. Et puis, troisième illustration de cette grande tendance, la médecine moderne aussi redécouvre en fait les bienfaits ancestraux. Alors, ils ont toujours été là, il y avait des gens qui étaient un peu spécialistes de tout ça, mais ça revient à la surface avec cette tendance 90, Indigenous Remedies. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement que cette sagesse ancestrale, elle passe du statut de croyance qui était là et connu, un peu au statut plus scientifique, puisque tous ces savoirs, on va le voir, vont revenir à la surface. Notamment, l'OMS a lancé en décembre 2025 le Traditional Medicine Global Library. J'ai envie de vous dire, il était temps quand même, parce que depuis le temps qu'il y a eu ça, sérieusement, l'OMS a officialisé les données de 170 pays pour les intégrer aux protocoles cliniques mondiaux. Donc, on voit ce retour en grâce. La deuxième illustration, c'est le mix entre l'origine et la tech. Et là encore, on voit ce que ça est intéressant, puisque le neuroscientifique Alison Muotri utilise l'IA en fait, pour screener les plantes amazoniennes afin d'identifier des actifs qui seraient valables contre Alzheimer. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que les royalties qui vont être issues de cette recherche, en fait, sont reversées directement aux tribus qui exploitaient déjà ces plantes. Et dans ce projet, du coup, c'est intéressant parce qu'on considère que la sagesse ancestrale est une propriété intellectuelle au même titre que les brevets. Donc là, on voit la tension entre ces deux dimensions. Et puis, pour finir sur cette tendance, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Adana Omaga Kambeba, voilà. Donc là, elle est un peu dans son allure de chaman, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la première femme médecin indigène au Brésil. Donc c'est un signal faible, mais si vous allez un peu googliser tout ça, vous allez voir qu'elle est très présente sur les réseaux sociaux, les TED, Detox, etc. Et ce qui est intéressant, elle ne choisit pas entre le chamanisme et la science occidentale, mais elle fusionne, là encore. Donc on retrouve cette fusion entre aller récupérer de l'archaïsme ou de l'ancestral pour en faire quelque chose d'actuel. Et puis, cette façon de mixer l'origine et la tech pour réinventer le mieux, on la retrouve aussi dans la tendance 96, Next Wave biomatériel. Donc, les biomatériaux, ce n'est pas totalement nouveau, on en parle depuis un moment. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la recherche de biomatériaux qui soient économiquement viables pour en faire une vraie réalité dans la mode, pour essayer de se mettre au service de la mode, et il y a un petit peu de boulot. Donc, on voit des innovateurs qui réactivent des processus naturels, fermentation, croissance organique. Voilà, 3 exemples également. Ce que vous voyez en haut, c'est Iris Van Herpen, qui explore les limites du vivant dans la haute couture. Et donc, il utilise des brewed protéines, d'autres termes, des protéines fermentées, voilà, et des algues luminescentes. Merci, c'est ce qu'on voit là sur la robe à droite. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'ils testent la performance à la fois esthétique et technique de ces biomatériaux. Il y a aussi Tomtex New York, la nature comme modèle d'ingénierie. Voilà, on voit des textiles qui sont créés à partir de carapaces, de fruits de mer et de champignons, des champipis, des champignons. La qualité visuelle et tactile est désormais très proche du cuir. Voilà. Et puis Spiber au Japon, qui développe des fibres textiles à partir de déchets agricoles. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de bio-industrie qui cherche à passer du prototype à l'échelle, et c'est soutenu notamment par Kering. Donc, c'est la mise en application réelle de tout ça qui devient intéressant aujourd'hui. Voilà pour cette deuxième tendance d'archéologie futuriste. À mon tour, à part s'il y a des questions, tout va bien? Non, pour l'instant, ils sont tous sages et subjugués. Je comprends. On passe donc à la troisième métatendance qui est métamorphique lives. Ici, on ne sommes plus dans la réaction au chaos, mais dans la construction proactive du soi. Le mot-clé, c'est la recherche. Nous sommes tous devenus donc les architectes de notre propre évolution. Et on va le voir avec différentes
notions et disons level d'évolution. On le voit ici avec la tendance Metabolic Futures qui montre que l'avenir de la santé est personnalisé et multidimensionnel. Là, en l'occurrence, l'approche, elle est dédiée au poids. L'approche universelle des régimes drastiques n'a pas à échouer au niveau mondial. Le documentaire Fit for TV, donc The Reality of the Biggest Loser, sympa les titres de Netflix, révèle quand même qu'il y a eu une sorte d'exigence autour du poids qui, portée par le monde médical, n'a pas abouti à des résultats probants, puisqu'on voit le monde devenir de plus en plus en surpoids et que l'obésité mondiale ne fait que croître année après année. Et ce n'est pas qu'un sujet pour nos chers Américains qui mangent McDonald's matin, midi et soir. La caricature est terminée, puisqu'on le voit volontairement. J'ai mis sur la slide la carte de France avec les problématiques de poids. Et on voit que le nord de la France, on aime bien manger, globalement. Tout ça pour dire que la tendance Metabolic Futures, c'est une tendance qui nous raconte l'avènement des médicaments GLP-1. Je ne sais pas si vous connaissez ça. L'année dernière, vous avez un peu introduit la notion d'Ozempic, donc des injectables qui, de base, sont destinés aux diabétiques et qui ont un effet coupe-faim. Depuis, l'industrie pharmaceutique a démocratisé ces produits justement pour aider le surpoids, le patient surpoids, le patient obèse à perdre du poids, parce que ça marche vraiment bien. On n'est plus justement sur l'élite des célébrités et des influenceurs qui peuvent donc avoir ce coup de pouce à la perte de poids. On voit surtout aussi plein de startups qui se mettent sur ce segment-là pour résoudre les points de tension et les pain points en jargon que induisent les effets secondaires de ces produits, qui sont justement la perte de masse musculaire, la perte de densité osseuse. Donc, on n'est qu'au début de l'histoire des Ozempic & Co. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est en train de changer pas juste l'esthétique mondiale des gens qui vont être un peu plus minces, mais bien l'aspect métabolique. On reprend le contrôle sur notre métabolisme qui était en berne parce que sédentarité, parce que industrialisation de notre alimentation. Donc, on reprend une forme de contrôle grâce à ces médicaments. Je sais que ça fait débat. Est-ce qu'il faut les prendre? Est-ce qu'il ne faut pas les prendre? Je ne suis pas là pour être juge alimentaire, mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est des médicaments qui permettent aussi de réduire des problématiques cardiovasculaires, des cancers. Et plus la recherche avance, plus on voit que ça a un effet bénéfique globalement sur l'aspect santé multidimensionnel. Et pour revenir à... Juste un petit point, effectivement, sur ça, parce que je vois dans les commentaires, effectivement, même si ça tend à se démocratiser, parce qu'effectivement, Donald Trump a fait pression sur les labos pour que, justement, ils baissent leur prix, ça reste quand même selon dans le temps, quand on veut les prendre, ça reste quand même quelque chose d'assez élitiste. Enfin, c'est quand même pour une partie. Après, le prendre ou ne pas le prendre, c'est effectivement, il faut aussi se faire accompagner par un nutritionniste, parce qu'on a vu qu'effectivement, ça marche sur un temps. Effectivement, on achète moins de produits transformés, moins de gras, etc. Mais une fois qu'on arrête, si on n'est pas accompagné, forcément, on reprend ses habitudes. Et voilà. En France, comme on est quand même un pays régulé, on ne fait pas n'importe quoi. On le sait, ces produits-là, Mounjaro, Wegovy ou même Ozempic, sont des produits qui doivent être prescrits par un médecin endocrinologue ou un médecin généraliste qui va justement être la personne qui va vous suivre dans votre journey, dans votre parcours de perte de poids. On n'est pas comme aux États-Unis où c'est un peu à la roulette russe de combien tu dois payer ton injection. Ici, c'est quand même réglementé. Je suis d'accord avec toi, c'est pas démocratisé au point où tout le monde peut s'en procurer, parce que ça reste quand même super onéreux et pour le moment pas remboursé par la sécurité sociale. Sauf pour les diabétiques, effectivement, pour les personnes. Sauf pour les diabétiques, tout à fait. Mais il n'empêche qu'il y a un encadrement qui fait que, surtout en Europe et particulièrement en France, on n'est pas lâché dans la jungle de ces injections hebdomadaires sans avoir un suivi nutritionnel. Mais c'est ça, par contre, je suis assez d'accord avec toi de
le fait que c'est des produits qui nous permettent de reprendre le contrôle, donc reperdre du poids, mais par contre, la rééducation alimentaire, de revoir justement, ça me fait une petite transition avec la slide d'après, de revoir nos portions, revoir combien on mange, de ne pas être justement dans cette frénésie alimentaire. C'est cette tendance du downsize dining, ça se voit beaucoup aux États-Unis, ça commence à venir en Europe, où on est en train de revoir les portions. En restauration, surtout aux États-Unis, tout est dans la grandeur. On veut des. Il y a une révolution là-bas. Oui, tout est gigantesque. Et du fait qu'on a l'avènement de ces produits GLP-1, on a l'industrie de la restauration, mais aussi des fabricants alimentaires, de l'agroalimentaire, qui ont revu leurs recettes, mais aussi la taille de leurs produits. On a un restaurant à New York qui justement propose de Fat Duck un menu qui s'appelle Teeny Weeny Mini Meal. Donc, c'est globalement, c'est la photo du burger qui est gigantesque. Et en dessous, vous voyez le petit burger avec des frites et son ketchup et sa petite bière. L'idée, c'est de réapprendre à manger, de se dire qu'on peut manger de tout, mais il faut revoir nos quantités. C'est pour ça que pendant longtemps, l'Europe était considérée comme l'équilibre alimentaire. En Italie, on mange des pâtes et des pizzas, mais pourtant, on n'est pas obèse, pas pour la plupart. Mais c'est cette notion de quantité et de qualité alimentaire qui est donc remis sur le devant de la scène. Et donc, c'est assez intéressant parce que ça vient même maintenant être un sujet de production pour les marques agro, de se dire qu'il va falloir qu'on revoie à la baisse, en fait, les sizes de produits. Ouais. Oui. Et justement, il y a une question, est-ce que c'est pas aussi dû à l'augmentation des prix, ce downsizing, ce fait de réduire, et la shrinkflation, effectivement? La shrinkflation, la shrinkflation, j'adore nos mots entre nous, mais la shrinkflation, je pense que oui, ça doit avoir un impact du fait que ces produits-là, même en étant plus petits, ils restent quand même assez chers, ou du moins, il n'y a pas eu la réduction similaire quantité-prix. Quantité-prix. Je pense que c'est… Pardon ? Non, mais là, on est vraiment sur l'usage alimentaire. Effectivement, là, on est vraiment sur l'usage alimentaire. Sur l'impact direct Oui, c'est plus question comportement alimentaire que outil marketing pour nous faire payer plus cher des choses. Mais je comprends la sur la baisse des portions, est-ce que c'est lié à l'augmentation des prix ou est-ce que c'est vraiment… Mais c'est vrai qu'il y a un lien avec justement ces personnes qui mangent moins du fait justement des médicaments. Oui, non, là, c'est vraiment une corrélation directe entre une perte d'appétit et de besoins nutritionnels qui deviennent un peu plus bas et produits qu'on va essayer d'adapter à ces nouveaux comportements. Et je termine cette notion de métamorphic futures avec une autre métamorphose. Avant, il me reste deux. C'est le speculative beauty qui résonne un peu avec les tendances que je vous ai montrées tout à l'heure. Aujourd'hui, on est en train de se raconter que d'ici 2050, avec l'artiste Issa Maya French et Westfield à Londres, on ne va pas forcément ressembler vraiment à des humains. C'est toutes les petites photos que vous voyez là. C'est un travail qui est artistique, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on lui a demandé quel serait le visage de 2050. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle a voulu montrer de la distorsion d'image et non de la standardisation. Donc, on tire le fil de tout à l'heure. On voulait ne plus ressembler les uns aux autres. Mais là, on est carrément dans une forme même d'ovni, on ressemble plus forcément même à des humains. Et c'est assez intéressant de se dire que on casse complètement les genres. Est-ce qu'un homme ressemblera à un homme, une femme, est-ce qu'on va tous ressembler un petit peu des aliens? Aujourd'hui, c'est 74% de la Gen Z pense que la beauté de demain dépassera les caractéristiques humaines traditionnelles. Donc, c'est-à-dire que à avoir sourcils, yeux, nez, bouche, peut-être que ça sera boring d'ici 2050. Le nez devrait être là, je ne sais pas. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'ils aient une volonté de casser l'image de l'homme de la Bible ou de tous les autres livres. Je ne m'aventure pas là-dessus, mais de l'image traditionnelle de l'homme classique pour aller explorer en fait d'autres esthétiques de forme de mutation de l'homme. Donc, c'est pour ça qu'on est sur de la métamorphose de l'homme. Et je termine sur cette métamorphose
ultime, à son paroxysme, qui est le human engineering, qui est une tendance qui nous raconte que on n'est plus dans la science-fiction, hein, on est vraiment en train d'ancrer ça dans notre réalité, la création d'ovules humains à partir de cellules de peau, donc de la peau, hein, clairement de notre peau, n'est plus un fantasme, mais bien un projet de recherche avancée de l'Oregon Health and Science University au Royaume-Uni, non, aux États-Unis. Et au Royaume-Uni, ce qui est assez intéressant, c'est que le premier bébé à 3 parents a été conçu l'été dernier, en juillet. Donc oui, la redéfinition de la parentalité est aussi présente. Cette conception a été faite pour limiter et éviter toutes les transmissions de maladies mitochondriales. Et donc les bébés sont nés en super bonne santé. Cette tendance-là nous raconte une réponse directe à des enjeux démographiques. Comme on sait que s'il y a une baisse de natalité mondiale, on le voit, il y a des problématiques de fertilité. Le human engineering, c'est comment on va prendre le contrôle sur l'évolution de la race humaine en pouvant créer des bébés. On prend gardez bien vos coupes-ongles et tout votre ADN, c'est important. Faites attention, maintenant on peut faire des bébés avec votre peau. Ça me dégoûte un peu, mais en même temps je trouve ça assez excitant de se dire que la procréation la plus naturelle, en fait, quelque chose qui est fait de nous des humains, on est en train de dépasser ce qu'on a toujours connu. Et c'est pas de la science-fiction, on n'est pas dans Matrix, on n'est pas dans d'autres films super cool du futur. On est dans le réel. Donc la conclusion, les Metamorphic Lives décrivent une humanité qui prend les rênes de sa propre évolution, de la transformation de notre métabolisme à celle de notre identité et celle de la reproduction. Il n'y a plus de limites. Ça ne veut pas dire justement qu'on est dans une vision froide ou déshumanisée, et bien au contraire, ça peut être l'acte le plus fondamentalement et profondément humain, ce désir de s'améliorer, de se réinventer, de construire activement notre propre avenir. Moi, je trouve ça plutôt cool. Ça fait super peur, mais c'est hyper cool. En tout cas, ça génère des questions. C'est vrai qu'il y en a qui pensent à Bienvenue à Gattaca. Effectivement, c'était au-delà du fantasme. C'est vrai qu'il y a tous ces aspects un peu eugénistes, etc. Et ça a toujours été un peu là, hein, le fait de pouvoir cloner son enfant, garder le placenta, etc. C'est vrai que c'est maintenant avec les progrès alors, certains, est-ce que c'est un progrès de la science? Mais en tout cas, ça génère des questions. Et aussi, il y a Bruno qui demande est-ce que quand vous évoquez ces tendances, est-ce qu'on parle de la France ou du monde et dans ce cas, quelles sont les nations qui tirent ces tendances? Bon, généralement, c'est un peu les États-Unis, hein, sur certaines, qui tirent ces tendances. Quels sont les délais de pénétration entre les nations leaders et les marchés suiveurs? Et après, bon, il y a encore... Alors, l'étude de VML Intelligence, c'est une étude qui a été mondiale sur l'année 2025, avec un terrain où il y avait 14 pays. Et donc, en ratio, c'était 1000 personnes par pays, des États-Unis en passant par l'Asie, le Mexique, la France et l'Europe. Oui, les tendances les plus avant-gardistes sont portées peut-être beaucoup plus par les pays anglo-saxons. Par exemple, là, sur celle-ci de Human Engineering, c'est porté par l'Angleterre et les États-Unis, mais on sait qu'il y a des travaux qui sont beaucoup faits en Chine aussi sur l'aspect reproductif, donc au niveau science. Par contre, la question sur la pénétration des tendances sur les différents marchés, je ne saurais vous dire. Ça serait spéculé, mais il y a des tendances qui vont aller beaucoup plus rapidement quand on voit sur les catégories brand and marketing, puisque c'est des éléments qui sont justement plus faciles à implémenter. Sur les parties santé, sur les parties beauté, esthétique aussi, avec la viralité des réseaux sociaux, ça va très vite, mais sur la partie science et comportement, il y a aussi l'aspect culturel et législatif qui fait que je ne peux pas vous dire si on va faire des bébés clonés en France demain, quoi. Oui, c'est ça. Parce que là, forcément, c'est le principe un peu comme ça et un peu par un clin d'œil, mais en réalité, du futur sens s'appelle futur, donc on essaye d'aller chercher la pointe. J'ai juste 2 choses importantes. Ce qu'on a dit au début, c'est la limite avec le réel, c'est-à-dire ce qui semblait de la science-fiction et de moins en moins de la fiction. Et du coup, c'est le premier point. Donc, on n'est pas en train de parler non plus de choses totalement en dehors des clous et de choses qui, quand même, sont sur un futur
qui s'annonce le plus proche. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième, c'est que oui, mais ça, je vais dire une évidence, mais on le voit avec tous les trends coréens, avec la Korean Beauty, etc. Enfin, surtout, il y a une accélération de dingue de toutes ces tendances. Plus elles sont dans de la consommation, plus elles s'intègrent à une vitesse grand V. Ou quand on prend exemple, pour prendre même un truc évident sur la viande, où il y avait le hashtag Protein Tech, d'un seul coup, il est parti des States, il est arrivé en France et il est à toutes les sauces. Et aujourd'hui, avec de la protéine ou des barilla ultra protéinés. Donc, à un moment donné, on voit une accélération. Voilà. Alors, évidemment, plus on est dans la tech ultra poussée, c'est un peu plus lent, mais quand même, l'accélération, elle est vraiment totale. Et cette espèce de grand melting pot mondial, nous, on le voit, des tendances qu'on énonçait l'année dernière se sont vues complètement mainstreamisées tout au long de l'année. Hein. On les voyait au fur et à mesure énoncées au journal de TF1. Quoi. Donc, à un moment donné, ça va très vite. Je vais enchaîner parce qu'il nous voit le temps court, donc je vais faire un peu rapide parce que là on est sur rapide. Je vais essayer. On est sur résilience. Oui, je t'en prie. Ouais. Résilience Rising, on est peut-être un peu moins dans l'ultra vitesse parce qu'on est sur quelque chose qui est aujourd'hui dans un futur actuel presque de demain matin, comment les gens aussi digèrent tout ça dans cette idée de résilience rising. Ce qui est intéressant, c'est cette résilience, c'est la capacité de la nature humaine tout le temps à ne pas se laisser abattre, à surmonter, à rebondir face aux épreuves. On connaît ça, mais c'est systématique, même quand c'est la grosse cata et le gros chaos, il y a toujours ce besoin d'autant plus de s'occuper un peu de soi. On le voit là avec quelques chiffres, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est prendre soin de soi, renouer avec qui on est. Donc on va être davantage à l'écoute de mon corps, faire de l'exercice, etc. C'est presque même en réaction. Plus la bulle globale est un peu en bordel, plus on a envie de dire « Ok, je laisse tout ça à l'extérieur et je vais m'occuper de moi ». Donc, on retrouve la joie, l'amitié, tout ce qui fait un peu la nature humaine. Mais très concrètement, quelques illustrations de ça. La première tendance illustrative, c'est Endurance Travel. Alors, il faut savoir que les tendances, il y a des yin et des yang, donc il y a exactement la tendance inverse, qui est une tendance à un reset dans l'hospitality, à des logiques très, très reset, très calmes. Et puis, il y a aussi cette autre tendance, Endurance Travel, qui dit là, à l'inverse, l'évasion ultime, dans ce cas-là, ça ne rime pas avec relaxation, ça rime plutôt avec dépassement. Voilà quelques chiffres. 67% de la Gen Z et 64% des millennials considèrent même leur voyage comme une occasion de défier à la fois le corps et l'esprit, carrément. Et quand on lit défier le corps, vous allez voir, ça rigole pas. On pourrait même parler de quête de dépassement. Voilà. Là, ce que vous voyez un peu sur cette page, c'est Hayat qui a fait une collab avec Irox en haut. Donc, vous avez tous un peu plus ou moins ou pratiqué, peut-être pas, mais entendu parler de Irox. Voilà, c'est une nouvelle torture des CSP+, comme on dit, qui effectivement, qui a eu l'excellente idée de transformer quelque chose de fitness, qui était un peu un sport face à soi-même, sous forme de compète, dans une sorte digne de l'Ironman, voilà, un petit peu partout dans le monde. On voit là, en haut à droite, de l'Ultra Trail, le Swiss Peak. En bas, l'Ultra Swim 33.3, voilà, que je ne connaissais pas, pour être franc, que j'ai découvert, qui est une course de natation de 4 jours qualifiée d'aventure épique, pour le moins. On pourrait citer la Two Oceans Marathon en Afrique du Sud, le GR20 Reboot. Voilà. Il y a aussi le marathon dégustation des grands crus, mais qui est un petit peu plus dans mon registre personnel. Voilà. Donc, non, sérieusement, derrière ça, ce qui est intéressant, ça nous dit quoi? Parce que tout le monde, évidemment, ne va pas forcément faire la Swiss Peak ou la Irox. C'est l'envie de se sentir vivant, voilà, de se coltiner du réel dans un monde qui devient de plus en plus virtuel. Et donc, évidemment, derrière ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut extrapoler les tendances. Hein. On y voit un nouveau mythe du corps, on en parlait un petit peu tout à l'heure, qui peut être teinté de plein de choses, ou même plus sain et naturel, nouveau mythe du corps, l'alimentation, le protein tech, le fitness, les techs sportives, les Oura Ring, Whoop, Apple Watch, Fitbit. C'est toute cette grosse tendance d'un retour à un certain mythe du corps qui est vraiment incarné dans cette endurance travel qu'on retrouve dans l'hospitality. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, je n'en serai pas, mais l'Irox Paris sera donc du 23 avril au 26 avril. Voilà, pour ceux qui s'en sentent la capacité en tout cas. Alors là, sans transition, mais c'est quoi cette image? Eh bien oui, en fait, cette image, je vais vous l'expliquer, c'est Booking.com qui a lancé en septembre 2025 le Boys to Zen. Attention au jeu de mots. Oui, en fait, c'est une expérience bien-être et de partage avec le groupe de Airbnb. Pour ceux qui s'en souviennent, Airbnb, pardon, de Airbnb, qu'est-ce que j'ai dit? Airbnb, pardon. Ah oui, j'étais encore dans l'hospitality, merci. Donc, The Boys to Men, voilà, sympa. Mais pourquoi je vous montre ça? En fait, il y a une tendance, effectivement, qui s'appelle Rewinding
male kinship, eh bien oui, figurez-vous que les jeunes hommes, oui, sont au cœur d'une tendance un peu préoccupante qui est une récession de l'amitié masculine. Voilà, solitude croissante, isolement, désengagement. On parle bien au niveau mondial, au niveau global. Voilà, avec ce besoin de repromouvoir une masculinité positive. Alors, ça pourrait nous faire sourire, non, d'ailleurs, il n'y a pas de quoi, mais quelques chiffres là encore, 68% des hommes affirment qu'il est difficile de savoir ce qu'on attend d'eux aujourd'hui. Voilà. Donc, je dirais, oui, les gars, bon, pas facile la déconstruction. Je ne me permettrai pas plus de clin d'œil, mais c'est vrai qu'on voit qu'à un moment donné, il y a de la réaction. Et puis surtout, un autre chiffre qui est seul un homme sur 5 de 18-23 ans, alors là, c'est aux États-Unis, affirme avoir des amis sur qui compter vraiment. Donc, on voit effectivement le besoin de renourrir tout ça. Donc, c'est peut-être d'ailleurs sans doute le brief qu'avait reçu Hugo Boss avec cette nouvelle campagne Fraternité sincère et admiration réciproque, dit le communiqué de presse, entre Vinicius Junior, Bradley Cooper, rien que ça, et Maluma, le rappeur colombien, je crois, Caliente, c'est ça? Ah oui, Voilà, tout à fait. Avec quelques milliards de vues. Voilà. Donc, la morale de l'histoire étant un véritable boss reconnaît la valeur et la force des autres. Donc, au-delà on sent qu'il y a une tendance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement comment, puisqu'on est là aussi pour ça, voir comment les marques aussi se réapproprient ça aujourd'hui en font des éléments de discours. Alors, j'enchaîne sur une partie très sérieuse sur cette histoire de social health, de santé sociale. Vous avez peut-être vu, sinon je vous encourage à aller regarder ça, c'est-à-dire que l'Organisation mondiale de la santé, dans son rapport qui pour 2026, a mis en place tout un travail de fond extrêmement sérieux qui montre les enjeux de santé et même de mortalité associés à cet enjeu ils appellent ça de santé sociale. Voilà, donc ils officialisent complètement ce pilier qu'ils appellent le troisième pilier, avec la santé physique, la santé mentale. Ils parlent de santé sociale. Voilà. Et effectivement, 70% de la population mondiale considère désormais la solitude comme une épidémie. Alors, on a plein d'autres problèmes, mais c'est intéressant de voir justement comment ça remonte à la surface comme un pain point, dans le jargon, de choses à résoudre. Et là, pareil, un petit peu, entre guillemets, en clin d'œil, mais c'est intéressant aussi dans le relais des marques, parce que ça crée un nouvel espace d'utilité sociale pour les marques. Alors, vous allez me dire, OK, on n'a pas attendu l'OMS pour que les bières soient sur un sujet de convivialité, de rapprochement des gens. C'est un peu ça. Ce qui est amusant là, c'est qu'ils en font un vrai travail d'utilité sociale. Le cas que vous voyez là, c'est Heineken, qui est avec le projet Rooftop Revival à Séoul. Effectivement, parce que là, en pain point social, il y a des difficultés pour les jeunes dans des petits appartements étriqués, etc., à se retrouver. Il n'y avait plus de lieu, etc., pour le faire. Et du coup, ils ont créé un grand programme, évidemment à vocation de communication, mais aussi d'intérêt général, pour utiliser les toits terrasses qu'ils ont transformés évidemment pas en verre, avec quelques parasols en étoile rouge, qui fait du plus bel effet. Mais du coup, ils ont réellement fait ce travail-là sous forme d'utilité sociale, voilà, pour répondre à l'isolement urbain. Donc, on voit effectivement cette tendance sociale qui reprend un nouvel élan. Alors, pour rester dans des choses un petit peu, presque un peu primate du quotidien, ça s'appelle Tritonomics. Alors, pareil, vous allez me dire, pas totalement nouveau, on appelle ça l'effet lipstick depuis longtemps, le petit extra qui fait plaisir. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est la puissance que l'on voit aujourd'hui que ça prend, voilà, avec effectivement le besoin de réconfort, les objets doudous que l'on voit qui sont bons pour le réconfort et pas forcément bons pour la planète en matière de plastique. Ça, c'est effectivement un problème. À chaque fois, chaque tendance a un peu son contrepoint. J'imagine que ça va apparaître dans les commentaires. Mais nous, on est là pour faire aussi des observations. Et alors, plus pour rassurer ceux qui étaient très inquiets de la fin de la hype pour la Louloubou, et qui devaient être très, très inquiets, parce qu'effectivement, ceux qui ont suivi ça de près ont dû voir que ça avait fait plus 5000% de ventes avant l'été. Et puis, d'un seul coup, tout ça s'est écroulé en septembre. Donc, les gens devaient être. Vous étiez sans doute très, très inquiets, je n'en doute pas. Donc, pour vous rassurer, sachez que Jellycat, qui n'est pas tout nouveau, mais a pris le relais. Donc, tout va bien. On a encore quelques doudous à se mettre sous la dent. Et ce n'est pas la jeune Hope Roberts, que je ne connaissais pas avant de préparer ce dossier pour l'enfant, mais âgée de 19 ans, qui est rentrée dans le livre des records avec sa grande collègue de 1000 Jellycat. Là, ici, je ne suis pas sûr de sa trace CO2 et de sa trace plastique. Mais ça, c'est une autre histoire. Un chiffre qui va avec. 30% de la Gen Z prévoit de dépenser davantage en petits plaisirs en 2026. Donc, ce n'est pas fait pour s'arranger. Voilà. Et ce sont aussi évidemment derrière ça toutes les gourmandises virales. On le voit, on le sait, les Korean Bakes, les donuts ultra gourmands, toutes ces choses Instagrammables que l'on a. Ce que je voulais juste montrer, c'est à droite, effectivement, alors c'est aux États-Unis, mais c'est une collab Dove Crumble Cookies.
vous êtes en train de vous dire, cool, le gars, il me parle de futur et de collab, ça ne va pas nous faire avancer le monde. On est bien moins dans la pointe futuriste qu'incarne Lydia. Mais ce qui est intéressant malgré tout, et là, je sais que ça peut parler aux gens un petit peu de marketing, c'est que derrière cette OP, 3,2 milliards d'impressions. En un mois, ils ont fait l'objectif de 6 mois et 52% des achats réalisés par de nouveaux clients, ce qui est un chiffre qui parle toujours aux gens de marketing. Donc, c'est juste pour dire, derrière le clin d'œil, l'énorme tendance, évidemment, qu'il y a derrière ça, un petit peu obvious, futur obvious, mais qui est quand même très, très important aujourd'hui. Voilà. Pour finir sur cette tendance-là, le 88 Outbreak Healing, qui illustre bien ce besoin de résilience, puisque c'est un micro-trend qui consiste à célébrer les cœurs brisés et les ruptures. Voilà, il y en a marre des datings, fêtons les ruptures finalement. Donc là, au Sala de Despecho, voilà, au Mexique, mais à Mexico, mais il y en a aussi beaucoup aux US, on fait du karaoké et on chante à tue-tête « I Will Survive » pour exorciser une rupture. Là, l'image que vous voyez, c'est Southbank Center de Londres, où ils ont carrément organisé une grief rave, donc carrément une grande fête pour célébrer les personnes disparues. Donc, on chantait aussi à tête les chansons des gens qui ne sont plus là. Voilà, c'est une sorte de catharsis un peu intéressante. Et là, vous voyez en bas Tinder, qui a installé à Tokyo en septembre 25 un sanctuaire de la rupture, voilà, baptisé Tinjaba. Voilà, on arrive à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quant à nous, je vous propose, il y a deux options en fait par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Soit d'aller chanter I Will Survive, on se retrouve tous dans un grand karaoké, ou alors peut-être comme ça en Teams pour chanter un grand I Will Survive collectif, soit chausser nos plus belles red shoes. Je sens que la référence va être un tout petit peu boomer, mais je vais l'assumer, puisque pour aller danser sur cette belle page blanche qui s'ouvre à nous en 2026, allons fêter le renouveau, la créativité, l'opportunité. Et donc, comme dirait ce bon vieux Bowie, parce que malgré tout, même en phase de futur, il est toujours là, let's dance, quoi. Put on your red shoes and dance the blues. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Ah ben, les gens du marketing seront peut-être plus inspirés par les red shoes de Crocs et de Lego qui viennent de sortir pour danser. Merci pour ce rebond. Parfait. Voilà, je ne suis pas sûre qu'elle soit pratique pour danser en revanche. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, vous y avez répondu pour celles, on disait effectivement dans ce contexte géopolitique assez inquiétant, parce qu'il y avait des tendances quand même qui étaient plus liées à la solidarité, au partage et à l'empathie. On vient un peu d'en parler, heureusement d'ailleurs. Ensuite, est-ce que Rossio disait, par conséquent, on a d'un côté l'évolution des relations de la reproduction, la tendance du célibat et simultanément la tradwife et le masculinisme. Oui, il y a toujours, comme vous disiez, le yin et le yang. Les tendances forcément se répondent, mais parfois aussi s'opposent. Hein, c'est pas antinomique. Est-ce que c'est non seulement c'est pas antinomique, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on fait des futurs 100, on se rend compte à quel point ça va. Et avec les réseaux sociaux qui donnent de l'ampleur et qui donnent des chambres d'écho, etc., ça se tricote dans tous les sens, quoi. C'est vraiment même presque une tendance à part entière de la tendance d'avoir des yin et des yang systématiques et avec des effets de bulle et des effets de communauté et des effets de puissance qui font que chaque trend n'est pas un micro-trend, mais crée des univers qui s'entrechoquent en permanence. C'est vraiment une tendance à part entière, presque. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? On parle de forme de nihilisme. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de nihilisme? Votre avis sur la montée de la tendance country, ok, aux US et jusqu'en France? Pourquoi l'aspiration ici? Alors peut-être, je ne sais pas s'il faudrait lier à archéologie future, Oui, peut-être. Mais en tout cas, effectivement, à ce grand melting pot aujourd'hui de choses ultra tradies remises, voilà, qui rassurent aussi, qui donnent des points de repère dans un monde qui part un peu en vrille. Oui. Après, il y a aussi tout ce qui a été fait avec Cowboy Carter de Beyoncé qui avait, et Taylor Swift qui ont remis au goût du jour la country. Je ne suis pas sûre que ça fasse vraiment partie de notre paysage culturel en France. Mais on se l'approprie un peu parce qu'on est fan de Beyoncé et de Tay-Tay. Mais sinon, dans l'imaginaire collectif français, je n'ai pas l'impression que la country soit
soit quelque chose de... un point de repère. Et après, on fait attention, là, on essaye de ne pas tomber dans la politisation de tout ce qu'on dit, et malgré tout, c'est difficile à chaque fois, on l'a vu sur pas mal de tendances. Non, mais qui, du coup, en soi, est aussi un trend et une tendance. C'est-à-dire, tout se radicalise, et forcément, tout se politise, entre guillemets, et tout devient signe et signe des temps. Donc, il y a une nouvelle collection Monoprix sur le thème cow-boy. Oui, forcément. Hein. Si quand il y a eu Bridgerton aussi, il y a eu un peu une collection vêtements un peu Renaissance, tout ce qui est un peu comme ça, Pompadour. Il y a une question d'Olivier. Est-ce que le rapport existe en livre? Non. Enfin, non. On a une toute petite production qui est faite justement pour l'agence et pour nos clients, mais il n'est pas disponible à l'achat au grand public. Mais, en revanche, le QR code ouvre sur l'ensemble le sésame des 100 tendances. Pas une sélection, elle est des 100 tendances. D'accord. Il y a une question de Louise. Ah, pardon. Oui. Il y a une question de Louise sur l'influence coréenne en matière de beauté. Est-ce que c'est en déclin au vu de la réappropriation du chaos? Alors, je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Peut-être l'influence coréenne en matière de beauté, c'était des choses très clean, les routines avec 5 phases, 6 phases. Et peut-être, est-ce que c'est en déclin par rapport à la tendance sur le côté un peu messy en fait, ce qui est assez intéressant sur l'inspiration coréenne beauty, c'est la puissance de leurs produits, l'efficacité de leurs produits. Donc, je pense qu'il y a encore aussi, désolé, les mélanges se font, mais on va aller peut-être moins prendre une routine à 14 steps comme les Coréennes le font. Mais par contre, on va aller chercher des produits qui sont surpuissants. Et ils sont assez justement reconnus pour ça. Et l'esthétique clean de la coréenne devient un peu plus messy. Hein. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir aussi un peu comment on est en train d'avoir des blurry lips. Je suis convaincue que la coréenne est aussi en train de repenser son esthétique aujourd'hui. Elle ne va pas être aussi sage. Alors, les idoles coréennes deviennent elles-mêmes assez trash. Oui, je suis assez d'accord. On est en train de voir que ça se gotise, on devient un peu plus punk, un peu moins sage, un peu moins kawaii, à mon sens. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Par contre. Oui. Je l'aurais fait de toute façon. Il y aura bien un replay. Alors, je réponds, il y aura bien un replay qui sera envoyé à tous les inscrits. Voilà. Et c'est déjà beaucoup. non, donc oui, il y aura bien un replay qui sera envoyé à tous les inscrits. Voilà, qui partira normalement à la fin de cette masterclass pour vous moins. Donc, si on n'a plus de questions, j'ai plus qu'à vous remercier pour cet état des lieux FAST et ces perspectives. Donc, autour de ces tendances qui marqueront sans doute l'année à venir, parce qu'effectivement, j'ai fait le comparo 2025 avec ce qui s'était passé. Et effectivement, il y a pas mal de choses, notamment dans la section luxe, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui se sont effectivement confirmées. Oui, tout à fait. Voilà, donc dans une pluralité de secteurs. Donc, merci Lydia, merci Franck et merci Virgile. Vous le remercierez de notre part pour ces échanges. Notre partenaire technique Livestorm qui a eu du grain à moudre, j'ai l'impression. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine masterclass La Réclame. Merci et à très bientôt. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.